Je vais vous parler, alors moi je ne suis pas docteur émérite en littérature, j'ai pas la légitimité de Jean-Louis, mais j'ai tellement aimé Anna Karénine que j'ai envie de vous en parler. Et la joie de l'Académie, c'est de pouvoir, ça c'est sinistre. C'est bon là. Si, ah ben, qu'est-ce que vous aimez mieux? Dans moi? Oui. Voilà. Donc vous aimez bien? Oui. C'est lui, bon. L'attaque. Bon, alors moi j'ai beaucoup aimé Anna Karénine et je vais essayer de vous faire aimer Anna Karénine. On va parler un peu du contexte de Tolstoï et de la Russie en 1873. C'est lorsque Tolstoï a écrit Anna Karénine. Et on va présenter les personnages, résumer le roman pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, on va attaquer les analyses. Alors, il y a plein de trajets d'analyse différentes, plein de façons d'aborder et d'interpréter et d'analyser ce merveilleux roman. Alors, on va voir qu'il est articulé sur des symétries, sur des symboles. Il y a une lecture morale, une lecture progressiste. Évidemment, c'est un roman qui a été longtemps considéré comme avant-gardiste parce qu'il critique les préjugés sociaux. Et puis, on va voir très vite ce que nous en dit ChatGPT, parce que j'ai eu une semaine ChatGPT. Et puis, en conclusion, je vous dirai pourquoi moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Alors, en 1873, Tolstoï démarre la rédaction d'Anna Karénine. Il a terminé 4 ans avant Guerre et paix. Guerre et paix a été un succès colossal en Russie. Tolstoï a 45 ans. Tout le monde connaît maintenant Tolstoï grâce à Guerre et paix. Guerre et paix a cassé les codes du roman traditionnel en proposant une vision fataliste de l'histoire, dominée par la mort, mais avec des personnages, et ça c'est l'originalité de Tolstoï, dont les sentiments et la complexité psychologique n'avaient jamais été décrits auparavant. Tolstoï est installé à Yastaya Polyana, qui est sa propriété familiale à 200 km au sud de Moscou. C'est d'ailleurs, alors sa maison se visite, aujourd'hui c'est un lieu de pèlerinage. C'est le stade digne de l'avancée des armées allemandes en 1940, en décembre 40, et les Allemands ont saccagé la maison de Tolstoï. Ils se sont installés à, pardon? Décembre 41, je confonds avec oui, décembre 41. Oui. Et les Allemands ont saccagé, puis après ça a été reconstruit, ça a été rebâti, et on peut visiter la maison de Tolstoï. Tolstoï est plongé dans la philosophie de Schopenhauer. Il est dépressif, comme beaucoup de grands artistes. Il traverse des phases de dépression et d'interrogation sur le sens de la vie, et c'est le début de sa grande crise mystique. Tolstoï est dominé par sa crise mystique, mais qu'on a déjà vu apparaître dans Anna Karénine, notamment qu'on a déjà vu apparaître dans Guerre et paix. Et l'idée lui fait d'écrire un homo-roman, et il dit à ses proches que ce roman, il va l'écrire, ça va être un roman critique, avec des personnages qu'il n'aimera pas. Et sous-entendu, il s'était attaché au personnage de Guerre et paix, et là, il veut décrire des personnages qui seront a priori des personnages négatifs. Et il démarre Anna Karénine comme une satire de la société russe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société russe? En 1873, la Russie traverse sous le règne d'Alexandre II, de 1855 à 1881, une période de bouleversement profond, qui pourrait d'ailleurs rappeler la perestroïka de Gorbatchev. Alors, énormément de réformes ont été engagées pendant cette période-là. Le servage a été aboli en 1861, et la Russie est le dernier pays d'Europe à abolir le servage, l'esclavage. Et le servage est aboli par un oukaz du tsar. Alors un oukaz, en russe, ça veut dire un décret-loi
ce qu'on a appelé en France sous la monarchie un lit de justice, c'est-à-dire que le tsar a outrepassé le vote de la Douma, qui était composé évidemment d'aristocrates qui voulaient garder l'esclavage, et en fait c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un 49-3. Donc il a supprimé le servage avec l'obligation, la possibilité pour les paysans d'acheter la moitié des terres qu'ils exploitaient. Il y a un début de démocratie locale qui est mis en place avec des comités locaux dont Tolstoï fera partie. La justice est réformée, la taxe sur les juifs est abolie. Dernier pays d'Europe, pareil, qui avait une politique antisémite et qui avait pour but d'être lucrative, évidemment. L'enseignement public est développé séparément de l'enseignement de l'Église orthodoxe. La censure est assouplie. Au lieu d'être une censure a priori, elle devient une censure a posteriori. C'est-à-dire que la censure s'exerce quand les articles sont déjà publiés. Et l'Empire, surtout, se développe à l'Est dans sa conquête coloniale de la Sibérie, qui est l'équivalent des conquêtes coloniales des pays d'Europe de l'Ouest de l'époque. Et surtout, la Russie cherche à rattraper son retard économique colossal, et c'est la guerre de Crimée et sa défaite en Crimée contre les Turcs, les Anglais et les Français qui ont fait prendre conscience à Alexandre II que la Russie avait un retard considérable dans son développement économique. Et le développement économique, c'était à travers les chemins de fer, donc une politique massive de construction de chemins de fer qui ont été essentiellement financés par des banques françaises et dont les ingénieurs français étaient les conseillers. Et d'ailleurs, le père de mon voisin à Castanier était le représentant français il était ingénieur des mines, il conseillait la Russie pour la construction de ces chemins de fer. Et quand il allait en Russie, il dormait toujours chez Tolstoï à Yasnaya Poliana. Très émouvant. Et comme souvent, ces réformes considérées comme très insuffisantes par la bourgeoisie progressiste étaient vécues comme des trahisons par la noblesse. Et la Douma dominait évidemment le parlement russe de l'époque, qui était l'aristocratie dominait la Douma, qui était le parlement russe de l'époque. Alexandre II est finalement assassiné en 1881 par des conspirateurs du groupe révolutionnaire Volonté du Peuple. Donc c'est prémisse de la révolution russe, donc il y a un groupe de cinq partisans qui ont jeté des bombes sur le passage de Nicolas II. La première bombe a tué des cavaliers, des gens de la garde de Tours. Il est descendu pour aider les blessés, et là il y a un autre qui a jeté une nouvelle bombe et qui a explosé juste devant Nicolas II, qui est mort dans leur présumé. C'est pas Nicolas II, Alexandre II. Faut que je me mette dans le bain. Alors, maintenant, on va voir le roman. Alors, le roman, c'est un monument de 239 courts chapitres. Après, il y a quand même 1000 pages, qui ont été publiés dans le Messager russe au fur et à mesure chaque semaine, comme on faisait à l'époque, comme faisait Alexandre Dumas, comme faisait Balzac, Flaubert, et alors chaque semaine, alors succès immédiat. Et chaque semaine, les dames de la bonne société, elles envoyaient leurs domestiques acheter à l'avance directement à l'imprimerie le chapitre suivant. Anna Karénine a été publiée en France en 1885, donc 10 ans plus tard. Et a marqué l'arrivée triomphale de la littérature russe dans la culture européenne. Alors, il reste aujourd'hui, dans la plupart des palmarès, parmi les 50 plus grands romans de tous les temps. Beaucoup de gens considèrent que c'est le plus grand roman de tous les temps. Énormément de gens le pensent. Et puis curieusement, ce roman c'est un thème sur l'adultère ou sur la famille ou sur la société ou encore sur le sens de la vie, c'est selon, mais il est plein d'ambiguïté. Et pour les uns, c'est un texte qui est révolutionnaire, pour les autres, il est conservateur, pour certains, c'est un roman féministe, pour d'autres, au contraire, il est misogyne. Toutefois, parfois il est traité d'optimiste, parfois de pessimiste. Enfin, pour les uns, il est moral, et pour les autres, il est amoral. Donc, vous ferez votre jugement. Alors, il présente une multitude de symétries avec une construction soigneusement charpentée. Et ça fait son uniformité parmi les nombreux personnages
qui s'y croisent, qui se séparent, qui se retrouvent. Et enfin, ces personnages sont exceptionnellement attachants. Alors ça, je vais le redire plusieurs fois. Et le lecteur ne peut que les aimer. Alors j'espère que si vous n'avez pas encore lu Anna Karénine, vous aimerez les personnages d'Anna Karénine. Et si vous l'avez lu, vous me partagez cet avis. Alors voilà les personnages. Alors la principale, c'est Anna Karénine. Anna Karénine est mariée avec Alexis Alexandrovitch Karénine. Et puis, elle devient l'amante d'Alexis Vronsky. Mais Anna Karénine a un frère qui est Stepan Arkadievitch Blonsky, qu'on appelle Stiva. Ils ont tous des diminutifs. Et Stepan Arkadievitch est l'ami de Constantin Lévine, qu'on appelle Kossia. Et donc, Stepan Arkadievitch fait le lien entre Anna Karénine et Vronsky d'un côté, et Constantin Lévine et sa fiancée, puis sa femme, Kitty, Katarina Tcherpatska, de l'autre. Alors, parce que Stiva, il est marié, non pas il découche énormément, hein, c'est un mari très volage et très démencier. Il est marié à Daria, qu'on appelle Dolly, et Daria, c'est la sœur de Kitty. Donc, vous avez deux personnages ici qui sont Lévine et Kitty, qu'on va retrouver tout au long de mon exposé, puis deux personnages ici qui sont Anna Karénine et Alexis Vronsky, tous deux guidés par leurs amis et familles, Stiva et Dolly. Alors, je résume rapidement le roman. Le roman s'ouvre sur une crise de ménage dans la famille Oblonsky, parce que le mari a été surpris en train de coucher avec la gouvernante française. Et Anna Karénine, qui est la sœur de Stiva, vient de Saint-Pétersbourg à Moscou pour essayer de réconcilier le ménage et faire la paix dans les ménages. Donc elle est accueillie à la gare par son frère Stiva, et puis après elle va expliquer à Dolly qu'on voit là que en fait c'est pas si grave, que son mari l'aime beaucoup, qu'il a besoin de petites aventures comme tous les hommes, mais que ça ne prête pas à conséquence et qu'elle est la femme de sa vie et qu'il vaut mieux qu'elle fasse pas trop de bruit autour de ça, enfin qu'elle n'est pas la première à supporter les frasques de son mari et que nous va s'arranger si elle met un peu du sien. Alors Anna, elle est mariée à Alexis Karénine, qui est un haut fonctionnaire, et elle a un fils Serioja, qu'on voit là. Et alors lors de son séjour à Moscou, Anna croise le comte Vronsky à la gare, et une attirance mutuelle immédiate, un coup de foudre naît immédiatement entre deux. Mais oui, j'ai répété le truc, j'ai fait un petit montage là. Les Vronsky, au départ, il était courtisé par Kitty, et Kitty souhaitait épouser Vronsky. Mais en fait, Anna prend la place de Kitty, elle séduit Vronsky, et Kitty devient très très malheureuse. Et alors, elle fait une grosse dépression, un gros chagrin d'amour, mais elle est encouragée par sa famille, et surtout, elle est encouragée par Constantin Lévine, qui est secrètement amoureux d'elle depuis très très longtemps, et très malheureux de l'avoir courtisé Vronsky. Alors, parce que Lévine, c'est un propriétaire terrien idéaliste, amoureux de Kitty, et profondément engagé dans les questions de justice sociale et d'agriculture et de nature. Sa quête pour comprendre le sens de la vie, son désir de mener une existence éthique sont au cœur de ses préoccupations tout au long du roman. Et après plusieurs refus, Kitty accepte finalement, au cours d'une célèbre partie de domino cubique, de l'épouser. Alors, évidemment, Lévine, il est très 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 heureux, et il commence avec Kitty une vie de bonheur familial dans la propriété de Lévine, à la campagne, et donc ils s'installent ensemble et ils vont avoir une famille et se dévouer à la terre et à leurs paysans. Parallèlement, la relation entre Anna et Vronsky devient de plus en plus sérieuse et passionnée et torride. Et Anna a cédé aux avances de Vronsky ou au sien. Ça devient une passion qui la domine totalement. Alors Anna, elle est tourmentée par son amour pour Vronsky et partagée entre Vronsky et ses devoirs vis-à-vis de son mari et de son fils. Et donc elle est poussée dans un état de conflit intérieur permanent entre sa famille et Vronsky. Elle se retrouve rapidement isolée socialement en raison de son adultère ouvertement affiché,
et situation qui contraste fortement avec celle de son frère, qui est volage depuis toujours et qui est parfaitement accepté par la société. Et donc elle trouve que sa situation est injuste. Alors Alexis Karénine, son mari, est dépeint comme un homme froid et calculateur. En fait, il est plus complexe que ça. Mais il est très blessé par l'affrontement et le scandale, et puis il ne comprend pas ce qu'il a fait pour mériter une telle situation. Alors, au départ, il refuse de divorcer en espérant préserver les apparences et en espérant que Anna lui revienne. Mais rapidement, il voit qu'Anna est complètement liée à Vronsky et il accepte le divorce, mais à condition de garder la garde de leur fils Seryoja et ça place Anna dans la situation où elle doit choisir entre son fils et son amant. Et donc ce divorce est douloureux à la fois pour Anna, mais douloureux pour son mari, et ça ébranle son équilibre social et psychologique qu'il avait bâti tout au long de sa vie. Alors Anna et Vronsky, de leur côté, tentent de vivre ensemble, de construire une vie heureuse, nouvelle. Ils vont habiter à un moment en Italie, puis ils reviennent à Moscou. Mais leur relation est marquée par la jalousie, le doute et l'incompréhension mutuelle. En fait, Anna voudrait vivre intensément avec son amant, mais celui-ci n'est pas prêt à un tel engagement. Et donc sa vie commence à s'effondrer, elle se sent de plus en plus étrangère à Vronsky, isolée de son fils, qui est gardé loin d'elle par Karénine. Et Anna devient de plus en plus dépendante de la morphine pour gérer son anxiété et son désespoir. Et finalement, Anna, incapable de trouver la paix ou le bonheur dans cette société qui la juge et la rejette, et finalement dans une aventure qui aboutit nulle part, puisqu'elle n'arrive plus à communiquer avec Vronsky. Et sa descente aux enfers culmine lorsqu'elle se suicide en se jetant sous le train. Donc sa mort tragique est un cri contre les contraintes sociales qui ont entravé son désir de vivre librement et passionnément, mais c'est aussi un cri contre elle-même et sa passion impossible. Et ça, vous faites votre choix. Lévin, de son côté, trouve une sorte de paix intérieure à travers son immersion dans le monde paysan et son mariage heureux avec Kitty, leur famille grandissante et sa quête spirituelle permanente. Et vers la fin du roman, Lévin arrive à une compréhension renouvelée de la foi, de la signification de sa propre vie, et qui contraste avec le destin tragique d'Anna. Donc vous voyez bien que les deux couples vont mener des trajectoires qui sont complètement à l'opposé. Alors maintenant, on va attaquer différentes analyses qui sont qui ne se rejoignent pas. Ces différentes façons d'analyser ou de regarder cette œuvre exceptionnelle. Alors, d'abord, les thèmes et la structure du roman. Alors, on compare évidemment Anna Karénine à Madame Bovary, dont le mari était officier de santé, nous a appris Monique, publié 30 ans plus tôt ce sont les deux grands romans d'adultère du XIXe siècle. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est les plus connus. Mais Flaubert nous offre une analyse froide et une satire froide des petits notables de province, de la petite bourgeoisie provinciale, tandis que Tolstoï nous présente des personnages beaucoup plus brillants, beaucoup plus complexes, et dont les sentiments sont soigneusement disséqués. Tolstoï nous décrit les personnages parce qu'il pense à haute voix. Donc le lecteur voit ce que les personnages pensent au fur et à mesure, et c'est ça qui est l'originalité de Tolstoï, c'est d'avoir ces personnages qui sont aussi humains et qui pensent en permanence tout au long du roman. Alors bien sûr, décrire l'adultère sans porter de jugement, et il n'y a aucun jugement porté par Tolstoï dans Anna Karénine, c'est choquant à l'époque, et Tolstoï avait parfaitement conscience de rédiger un roman transgressif. Et il était pas con, hein, ça allait mort. Et alors le roman amène à se demander dans quelle mesure nos émotions, alors la révulsion, les angoisses, peuvent à elles seules constituer une boussole. Anna, comme Kitty, Vronsky ou Lévin, ont des intuitions, des passions subliminales
mais nous ne saurons jamais si ces intuitions et ces passions nous amènent à la sagesse et à la morale ou pas. Et puis donc, quel que soit le jugement moral qu'on va pouvoir porter sur Anna finalement et son choix, la question va se poser très rapidement de savoir si elle aurait pu agir autrement. Et finalement, c'est la grande question de la liberté de l'individu, partagée entre des codes sociaux, une volonté personnelle et des massifs. Et le roman tourne tout le temps autour de la liberté individuelle. Alors les chapitres du roman alternent, comme je l'ai dit, des scènes avec Anna et Wronski d'un côté, et puis Levin et Kitty de l'autre. Alors les deux personnages, Levin et Anna, sont diamétralement opposés. Anna est articulée par la passion, Levin par la raison. Levin pense qu'avec son raisonnement, il est très intelligent, Levin. Il pense qu'avec son raisonnement, il va réussir à atteindre la vérité, à comprendre le sens spirituel de la vie. Anna, elle est urbaine, tandis que Levin aime la campagne, la ruralité, la nature. Et donc, on voit déjà la conception qu'on avait, enfin, rousseauiste, de la ville et le lieu des péchés. Bon, d'ailleurs, on trouve ça même dans la Bible. Et alors que la campagne, on a le bon paysan pur et simple, etc. Vision idéalisée au XIXe siècle. Anna est mue par le plaisir, alors que Levin est mue par le devoir. Enfin, globalement, Anna a un comportement plutôt transgressif et Levin a un comportement plutôt conventionnel. Mais tous les deux cherchent un sens à l'existence et aucun ne le trouvera réellement. Même si Levin, à la fin, il a compris que Dieu existait, il n'en est pas complètement certain et de toute façon, il ne pourra pas partager ses réflexions avec les autres. Alors, il existe certaines similitudes entre les personnages de Guerre et Blé et ceux d'Anna Karénine. Alors, je suis sûr que vous avez tous lu Guerre et Blé, et ce parallèle constitue un jeu pour le lecteur de comparer la structure des deux romans. Alors, la famille Oblonsky ressemble énormément au Rostov de Guerre et Paix. Famille nombreuse, heureuse, avec une mère et enfin des parents qui s'interrogent sur le devenir de leurs enfants, sur les mariages de leurs enfants. Vont-ils tomber amoureux des bonnes personnes ou pas? Vont-ils être heureux? Vont-ils être heureux avec des enfants plus tard? Donc les réflexions permanentes d'une famille. Alors Kitty nous rappelle évidemment énormément Natacha, la Natacha de Guerre et Paix, bien que Natacha de Guerre et Paix est un peu plus compliquée que Kitty. Et comme Natacha, Kitty a un premier amour puis un deuxième. Natacha étant mariée dans Guerre et Paix, comme vous savez tous, avec le prince André au départ et avec Pierre Bezoukov à la fin. Et puis évidemment, Pierre Bezoukov, le héros de Guerre et Paix, ressemble énormément à Lévin. Et peut-être énormément à Tolstoï. Alors là, il y a des symboles. Alors, Tolstoï utilise la symbolique ferroviaire qui occupe une place importante dans tous les romans de Tolstoï. Et d'ailleurs, comme chez Dickens, comme chez Zola, bien sûr, et beaucoup d'autres. Il faut imaginer ce qu'a représenté le train au XIXe siècle. Ça a été une révolution des mentalités, mais absolument colossale. Ça a été le premier désenclavement ici à Sumène. Pour la première fois, les gens ont pu aller à Nîmes ou aller à Millau. Ils n'avaient jamais été avant. Donc le train a complètement transformé la société. Alors ce train, on le voit à l'arrivée. Anna arrive au deuxième chapitre. Anna arrive, apparaît en arrivant à la gare de Moscou, dans le Saint-Pétersbourg. Et puis elle disparaît aussi dans une gare en se jetant sous le train. Donc le train constitue le début et la fin du roman. C'est la synectique. Et c'est d'autant plus émouvant que Tolstoï est lui-même mort dans une gare. En 1910, Tolstoï a décidé de quitter sa famille, de quitter sa femme, Sophie Der, avec qui il ne s'entendait pas, et pour rejoindre un monastère et aller terminer sa vie dans un monastère, comme Charles Quint, quelques siècles plus tard. Mais il a interdit à sa femme de le rejoindre et de le suivre. Il est parti à pied, en costume de paysan, et il avait décidé de marcher
Il en avait pour, je sais pas, une semaine, 15 jours de marche vers ce monastère. Et puis il est tombé malade à Astapovo, il a eu une pneumonie, il a été ramené dans la chambre du chef de gare qui lui a prêté sa chambre et il a agonisé pendant une semaine et il est mort une semaine après. Et pendant cette semaine, il y avait une multitude, une nuée de journalistes autour de la gare qui prenaient des nouvelles tous les jours de Tolstoï pour envoyer des téléx aux journaux du monde entier. Parce que Tolstoï était une sommité absolue, était une espèce d'idole, une incarnation de la modernité, du pacifisme et extrêmement admiré. Alors, il y a un autre symbole qui est le symbole du petit moujik sale qui vous regarde. Quand Anna arrive, il y a un petit moujik qui est écrasé par le train. Et ce moujik hante les cauchemars d'Anna. Et il arrive régulièrement. Et on ne sait pas ce qu'il représente. Et Tolstoï ne dit rien là-dessus. On ne sait pas s'il incarne la mort, ou s'il incarne le Dieu vengeur, ou encore le néant. Et on ne sait pas. Et il revient très souvent, il rappelle la fatalité du destin d'Anna Karénine. Moi, il me fait penser à Alderich, le chef des Nibelungen dans la tétralogie de Wagner, ou au Gollum du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors maintenant, regardons Lévin. Alors pour Tolstoï, l'homme est partagé entre sa vie corporelle et sa vie spirituelle. Et le but de l'existence consiste à passer du premier, de la vie corporelle, à la vie spirituelle. Alors nous suivons la chute d'Anna qui incarne la vie corporelle, tandis que Lévin aspire à la vie spirituelle et à la fin du roman gagne, avec quelques doutes, la lumière. Alors Lévin a hérité de Tolstoï, au-delà de son prénom, parce que le prénom de Tolstoï c'est Léon, mais Léon c'est Lev, et Lev c'est Lévin. Donc Lévin est une incarnation de Tolstoï et c'est écrit par son prénom lui-même. Alors il a hérité de Tolstoï l'aspiration morale, une très grande indépendance d'esprit, l'inquiétude métaphysique, l'amour du monde paysan, des animaux et de la nature. Mais il est aussi, comme quand Tolstoï était jeune, timide, maladroit et jaloux, querelleur. Il est couvert de complexes et parce qu'il pense qu'il ne sert à rien, qu'il ne sert à personne. Et finalement, par son intelligence abstraite, il ressent en lui-même toutes les fractures et les déchirures de la société et les contradictions de la société russe de l'époque, mais qui sont aussi les contradictions de notre société aujourd'hui. Les travaux agricoles, les tâches répétitives, qui sont sans mémoire, qui sont sans effort parce qu'on fait toujours la même chose, et cette routine lui apporte la libération et la sérénité. Alors moi, évidemment, j'aime beaucoup Lévin. Je lui reproche un certain manque d'humour. C'est le propre des gens passionnés, le propre des militants, et ils ont du mal à être décalés ou à incarner le décalage. Et donc, mon petit reproche personnel, mais il est vraiment, vraiment très secondaire, c'est que j'aimerais bien que Lévin ait un peu le sens des petites blagues. Non, il dépasserait, il n'apparaît pas comme particulièrement drôle. Alors Lévin, il rêve de retrouver dans le mariage la vie familiale de ses parents. Et il confond, comme beaucoup, l'image maternelle avec celle de la femme idéale et la femme désirée. Et il abandonne le monde d'Eros, qui est le monde d'Anna, qui est le monde de la mort, pour celui du bonheur familial. Et c'est la célèbre renonciation puritaine où on accepte une vie sensuelle assez monotone en échange de la stabilité et du confort affectif. J'essaie de le dire gentiment. Ouais. Alors Tolstoï lui-même était très malheureux en ménage. Son épouse Sophie Baer, d'origine allemande, lui était terriblement dévouée. C'est elle qui a d'ailleurs qui reprenait toutes ses notes et qui a tout écrit. Les manuscrits de Tolstoï ont été imprimés à partir de ceux de sa femme Sophie, qui corrigeait tout. Et elle était totalement dévouée à son mari. Et plus elle était dévouée à son mari, plus elle s'occupait de son mari, plus elle l'énervait.
Et il y a d'énervé même relativement méchamment. Tolstoï est relativement cruel à l'égard de sa femme. Alors Kitty, elle abandonne la joie paresseuse de jeune fille et son désir de charmer, et elle devient une épouse, une mère de famille et une maîtresse de maison. Le destin des filles de la bourgeoisie d'époque et de certaines autres aujourd'hui. Alors elle aménage la maison de Tolstoï en le faisant à sa façon, en changeant tout, la maison de Lévin, pardon. Alors même Lévin, il dit, mais non, ce tableau, il a toujours été là, ma mère l'avait mis là, et tout ça, elle change tout, alors elle fait de sa maison comme si c'était chez elle, et alors ça blesse un peu Lévin, qui était habitué à sa maison telle que ses parents lui avaient laissé. Alors elle est très pratique, elle est sur les réalités, mais basique, pratique. Elle se dispute avec une domestique parce qu'elles sont pas d'accord sur la quantité de sucre qu'il faut mettre dans la confiture de framboise. Et ce charmant et simple bonheur, donc Lévin est sensible au fait que c'est l'image même du bonheur simple, et tout le temps il se demande si ça va durer, est-ce que ça va durer, est-ce qu'il n'y a pas le malheur après, et qu'il se dit s'il y a du bonheur, c'est qu'il y a du malheur après, et donc c'est une des angoisses de Lévin. Alors, quand le frère de Lévin est malade, qui dit immédiatement voir à son chevet, elle range tout, parce qu'il habite dans un hôtel sordide, elle range tout, elle lave les draps, et elle met l'ordre de la vie dans l'antichambre de la mort. Et Lévin la regarde, incapable de rien faire, incapable d'être utile à rien, terrifié, inutile, il regarde le mourant, et il est fasciné, il cherche ce qu'il y a après. Est-ce qu'en regardant quelqu'un mourir, il peut percevoir ce qu'il y a derrière? Et finalement, à la toute fin de sa vie, Lévin accepte l'existence de Dieu, même s'il est incompréhensible et absurde, mais il n'arrivera jamais et il ne pourra jamais partager ses pensées avec ses proches, ni même avec son épouse. Alors maintenant, on va voir Anna. Alors Anna, elle poursuit son destin. À l'inverse de Lévin, il cherche en vain le sien. Anna, elle poursuit le sien qui est clair. Anna, elle est belle, elle est lumineuse. Elle est drôle. Elle est admirée, elle est enviée par tous, et en particulier par Dolly, sa belle-sœur, malheureuse en mariage, et qui admire Anna, qui a un mari qui, lui, est fidèle. Ah oui, il est fidèle, le mari d'Anna. Et puis Anna, elle est belle, elle se dit, mais Anna, elle doit être heureuse, alors que moi, je suis chargé de 6 enfants avec un mari volage et dépensier, et qui ruine la maison pour les danseuses du Bolchoï. Mais la lumière d'Anna cache des ombres, des angoisses, et elle a aussi des cauchemars et des crises de panique. Et alors son coup de foudre, et puis sa passion charnelle absolue vont la conduire à sa perte, mais pas forcément pour des raisons morales. Parce que comme Phèdre, elle est une héroïne racinienne. Alors vous savez que Phèdre était amoureuse de son beau-fils Hippolyte, qui en fait n'était pas son beau-fils, et elle se suicide par amour pour son beau-fils, mais elle aurait et elle est doptée par le sacrilège. C'est une héroïne qui commet le sacrilège. Alors, on croit qu'elle est libérée, qu'elle assume ses choix, donc elle apparaît comme la modernité, mais en fait, elle est peut-être captive de sa passion qui la conduit nulle part et qui, finalement, incarne son malheur. Alors, son époux, Alexandrovitch Karéline, il est vieux, bon, il est moyennement vieux, il est ennuyeux, il est bureaucratique, il est surtout extrêmement organisé. Il adore l'ordre, la précision, l'exactitude. Et il a construit un monde stable. Ouais, ça fait rire. Ah oui. Ah, bien sûr. J'en étais certain. Et au fond de la salle, ça rigole aussi. Bien sûr. Ouais. Alors, il a développé une rébullion pour les sentiments, parce que les sentiments sont jamais durables, et donc créent une perturbation dans l'ordre qu'il a construit pour son existence. Et donc il n'aime pas les sentiments, il rejette les siens, et il n'aime pas les sentiments des autres, ou les évocations de sentiments. Et finalement, il se masque derrière une harmonie conformiste et organisée. Alors on comprend que Anna ne doit pas être parfaitement heureuse, parfaitement épanouie, et peut-être a-t-elle par moments des pensées secrètes.
Et alors Alexis Vronsky est à l'opposé évidemment Alexandrovitch. Alors lui, il est jeune, il est léger, il est sensuel, il est équilibré, mais il est moyen. Il n'a pas beaucoup de pensée, il a pas beaucoup d'aspiration ni spirituelle, ni sociale. Il est moyen et il vit un peu au jour le jour, consommant ses plaisirs au fur et à mesure qu'ils lui sont proposés. Alors c'est Anna qui l'entraîne vers l'amour tragique et veut le posséder. Anna voudrait que toutes les pensées de Vronsky tournent autour d'elle. Mais Vronsky est incapable d'offrir à Anna ce que Anna attend de lui. Et Vronsky va s'éloigner de cet amour qui est beaucoup trop possessif, il en prend peur, et finalement un peu comme, c'est pas un Don Juan, mais il a des côtés Don Juanesques, et finalement il n'a plus que le désir du désir, c'est-à-dire qu'une conquête ne l'intéresse que tant qu'elle n'est pas conquise. Et c'est pour Anna qui a tout quitté pour lui, le début de la descente aux enfers, et elle poursuit en étant parfaitement consciente son destin d'héroïne tragique. Alors quand Anna se compare à son frère Sniva, éternellement volage, dépensier, qui délaisse Dolly, son épouse dévouée, elle ne comprend pas que la société tolère et même encourage chez les hommes des comportements qu'elle réprouve chez les femmes. Et en ce sens, Tolstoï est moderne. Et d'ailleurs, Tolstoï décrit le mariage comme une sécurité pour les hommes qui leur permet de s'adonner à leur carrière et de réussir socialement, et puis une prison pour les femmes. Et d'ailleurs, Tolstoï multiplie les commentaires sur l'injuste asservissement des femmes dans la société russe de l'époque. Je suis sûr que vous pensez que ce n'est pas que la société russe de l'époque. Alors l'adultère conduit souvent au mensonge, c'est un des principaux drames de l'adultère, mais Anna, elle ne ment pas, elle dit tout à son mari. Et elle voudrait vivre sa passion de façon totalement transparente aux yeux de la société, comme avant. Mais la société, évidemment, la rejette parce qu'elle a cassé les codes. Et Anna est libérée, elle est moderne, elle est indépendante, elle assume sa destinée et ses choix amoureux, mais cette liberté l'a conduit à être rejetée et l'a conduit au suicide. Et à ce titre, le roman ouvre au seuil du XXe siècle les grands débats des 125 années qui vont suivre sur finalement la place de la femme dans la société. Alors, là on va aller très très vite parce que dit ChatGPT? Alors ChatGPT, il nous fait un truc un peu à l'eau de rose. Alors, lire Anna Karénine de Léon Tolstoï est une expérience enrichissante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un chef-d'œuvre de la littérature russe qui explore les thèmes universels tels que l'amour, le mariage, la société, la recherche du bonheur. Les personnages sont profondément développés, leur lutte interne résonne avec les lecteurs en offrant une réflexion sur la nature humaine. Alors, toujours des propos très neutres, très généraux, très bien. Alors, il a mis 4 points. Donc, les thèmes principaux, c'est l'amour et le désir, la société et ses normes, la quête de sens, le destin et le choix. Alors, c'est toujours très neutre, mais je dois avouer être ébahi par l'intelligence artificielle, évidemment. Et ces incroyables perspectives qui vont transformer notre société dans les 10 ans qui viennent. Mais j'ai un léger malaise parce que j'aurais espéré secrètement qu'Anna Karénine, qui est un roman qui pour moi est tellement humain, échappe à l'intelligence artificielle. Et donc là, je trouve que l'intelligence artificielle aurait dû avoir la pudeur de dire, comme pour l'Académie du Haut-Canton, excusez-moi, je ne sais pas. Alors pourquoi, à la fin, j'ai tellement aimé ce roman? J'ai tellement aimé ce roman parce que, alors, évidemment, sur Anna Karénine, on trouve des analyses ultra brillantes. Il y a eu des tas, alors, je pourrais citer l'écrivain italien Pietro Citati, qui est remarquable et qui a fait un bouquin que je vous engage tous à lire sur Tolstoï, qui est l'analyse des œuvres de Tolstoï. Il est passionnant. Et en plus, il est italien. Et il y a une multitude d'analyses. Et d'ailleurs, vous avez vu que j'en ai croisé plusieurs et qu'elles sont convergentes. Certaines présentent Anna comme une femme moderne qui ouvre le XXe siècle et la libération de la femme. Et d'autres disent au contraire, c'est
une héroïne de tragédie grecque qui va vers son suicide. Mais alors ces analyses, cette petite communication tente de vous en transmettre un pâle reflet. Mais en fait, c'est le livre qui m'a poussé à lire les analyses et pas l'inverse. Donc c'est parce que j'ai aimé les livres que j'ai cherché à comprendre, comme c'est souvent le cas, bien sûr. Alors j'ai lu Anna Karénine pour la première fois quand j'avais 14 ans, puis je l'ai relu 3, 4 ou plus 2 fois. Je l'ai donné à lire à mes amis de l'IES, et par peur de buter par l'épaisseur du livre, il y a quand même 1000 pages, mais tous ceux qui ont pénétré le monde magique de Tolstoï, ils y ont été envoûtés. Quand on est dedans, on peut plus décrocher. On est avec les personnages, ils nous entourent et on a l'impression d'être soi-même sur scène et de faire partie de ce monde-là. Car ces personnages sont incroyablement sympathiques. Vous pouvez pas imaginer. Ils sont décrits avec une étonnante précision pointilliste. Alors Tolstoï est un impressionniste de l'écriture. Il écrit des petits traits de caractère, des petits traits sur le vêtement, sur les signes, sur les gestes, sur les visages, sur les phrases. Jamais tout, mais toujours suffisamment comme un peintre qui fait un croquis de personnage, suffisamment pour nous en donner le caractère, le mouvement, la situation. Et donc ces personnages, ils existent. On n'a rien à voir avec un roman d'action où les personnages sont simples. Là, les personnages, non seulement ils sont compliqués, mais ils existent à travers toutes leurs pensées et toutes les petites touches descriptives dont Tolstoï a le génie. Et comme je l'ai dit, ces personnages pensent à voix haute, et donc nous les suivons et nous sommes avec eux tout le temps, puisqu'ils nous disent ce qu'ils pensent tout le temps. Nous partageons leurs sentiments, bref, nous nous sentons et nous sommes presque physiquement avec eux. Nous sommes accueillis dans leur monde délicieusement désuet, ancien et lointain, mais en même temps si proche de nous et si semblable au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ce qui fera l'éternité de Tolstoï, c'est que ce qu'il a écrit dans une société si différente de la nôtre, à une période si différente de la nôtre, peut s'appliquer mais complètement à ce que nous vivons aujourd'hui avec nos proches. Et puis, je l'avoue, c'est la partie intime et la fin de cette communication. Lévin m'est terriblement attachant, car il a partagé toutes les questions de ma jeunesse. Quand on est jeune, on cherche à se bâtir une vie en accord avec un système de valeurs, et si possible, un peu différent de celui de ses parents. Et j'ai été dans cette construction-là, dans cette recherche-là, recherche de sens, et d'avoir une vie en accord avec les principes que je croyais avoir choisis. Et en ce sens, Lévin répondait et faisait un écho merveilleux à ce que je pensais à l'époque, et je pense à ce que pensent énormément d'adolescents ou de jeunes. Et puis alors Sakiti, même si elle a eu un amour de jeunesse à Éproncy et qu'elle est un tout petit peu d'occasion, elle est quand même fondante, elle est charmante, et elle se dévoue à son Lévin qui ne doit pas être drôle tous les jours, avec une fidélité désarmante. Donc modestement, mais comme Tolstoï, je m'identifie un peu à Lévin, et j'ai passionnément aimé Anna Karénine, que je vous incite à lire et à relire, puis à re-relire, et je vous remercie de votre patiente attention.